Bienvenue sur Fleur d'Avocat, je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invitée est maître Safia Akori. Safia est avocate au barreau de Paris depuis 2013. C'est une ancienne première secrétaire de la conférence que je reçois aujourd'hui. Elle m'a été recommandée par Maxime Cac, qui a été son stagiaire, si je ne me trompe pas. Et elle intervient en droit pénal. C'est une pénaliste amoureuse de la défense qui n'a pas souhaité prendre de parti particulier, si ce n'est celui de défendre toute personne qui aurait besoin d'être défendue. C'est un sujet dont on parle pendant l'interview, ce que je trouve assez intéressant pour tous ceux qui réfléchissent aussi à des histoires plus de positionnement. Je vous laisse en compagnie de Safia et moi pour cette discussion, encore une fois, riche d'enseignements et riche de réflexion. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Safia Akori. Bonjour Lila-Louise Maréchaux. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Mais merci à toi pour cette invitation, je suis ravie. Alors Safia, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenue avocate. Alors, je suis devenue avocate un peu par hasard et un peu plus tardivement que la moyenne. Je faisais des études, je me suis consacrée principalement au droit international public. J'ai commencé à travailler en ONG, aussi dans un cabinet d'avocats, mais un cabinet américain en arbitrage international. Comment t'es venue à ça ? Par hasard. J'ai fait un concours de plaidoirie en droit international public pendant mon année de Master 2 et j'ai été démarchée par un cabinet américain qui a vu ma plaidoirie et qui m'a dit est-ce que vous voudriez faire un stage et vous former chez nous ? Ouais, mais attends, mais comment t'en es venue en Master 2 de droit international public ? Moi, j'ai toujours été très intéressée par tout ce qui est diversité, différence. Et je trouvais fascinant de pouvoir comparer les différents droits. Les différentes sociétés et cultures juridiques et judiciaires. Et puis surtout, j'ai toujours eu une affection toute particulière pour les droits de l'homme. Et du coup, le droit international m'amenait à ça. Et je faisais surtout du droit international public, c'est-à-dire vraiment droit des traités, droit des États, quoi. J'étais pas une passionnée des adoptions et divorces internationaux, quoi. T'as fait une fac de droit, fac de droit, université Ouais, j'ai fait Assas en droit international public. Au milieu de cette année-là, j'étais partie en Erasmus au Danemark pour me spécialiser en droit des conflits armés, droit des réfugiés. D'accord, et ça, t'avais identifié le Danemark comme étant un endroit où il y avait Exactement. Une activité particulière. particulière ? Ouais, parce que pour être très honnête, j'étais pas fascinée par le Danemark. J'aurais davantage été dans un pays chaud. Mais les pays chauds ne me proposaient pas ces matières-là aussitôt. Et j'ai vraiment été... ça m'a confirmé que c'était vraiment des matières qui me passionnaient. Et après le master de droit à Assas, j'ai fait Sciences Po en affaires publiques internationales, résolution des conflits armés. Dans l'optique de... Donc du coup, après Master 2, et c'était un Master en 2 ans parce que Oui. Ouais. Et c'était plutôt dans l'optique de passer les concours du quai ou bien travailler même dans des boîtes de médiation qui accompagnent les États et les investisseurs sur les zones un peu compliquées. Donc ça n'avait rien à voir avec le métier. Ouais. Et ça n'avait rien à voir avec le métier d'avocat, quoi. Ouais. Et du coup, à Sciences Po, qu'est-ce que ça t'a appris par rapport à ta première expérience universitaire et dans cette optique plus de carrière institutionnelle, comment ça s'est déroulé ? Alors, ce que ça m'a vraiment appris, c'est exactement ce qui, moi, m'avait amené au droit international, je pense. C'est qu'en fait, une passion pour l'ouverture d'esprit, la diversité. À Sciences Po, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on ne nous enseigne pas une matière, on nous apprend à être intéressé par différents types de matières, à être capable de voir et de s'inspirer de différentes disciplines et de différentes façons de raisonner. Et du coup, en termes institutionnels, ça m'a vraiment aussi permis de comprendre un peu mieux comment fonctionnent les institutions, mais aussi une entreprise. Le milieu judiciaire, en réalité, c'est pareil, c'est pas que du droit, c'est aussi de la sociologie, c'est aussi l'économie, voilà. Et tout ça,
j'en avais pas vraiment, je le réalisais pas vraiment, mais en réalité, ça m'avait manqué à la fac de droit. Ouais, je suis d'accord. Moi, je regrette grandement que la fac de droit soit pensée. Et les études en général en France sont pensées de manière très unimatière, alors que Ouais. apprendre plusieurs modes de pensée et de raisonnement, c'est quand même assez riche. Ouais. Et donc, à l'issue, est-ce que tu as fait des stages pendant ces périodes-là? En fait, pendant toute cette période-là, j'étais dans le cabinet qui m'avait spoté. Ah, d'accord, ok. Voilà, Sherman et Sterling. Et du coup, je continuais en arbitrage avec eux. Et justement, avec cette matière qui est un peu une matière en formation, en construction. Alors maintenant, ça ne l'est plus, hein, c'est complètement assis, mais qui permet aussi d'avoir des réflexions très pluridisciplinaires. Par définition, c'est absolument obligatoire dans ce domaine-là. Donc, tu fais donc un concours d'éloquence en Master 2, c'est ça? Tu te souviens du sujet ou... Alors, c'était une moute courte, très exactement. Donc, on avait un sujet, un cas d'espèce devant la Cour internationale de justice, et qui était un cas d'espèce avec des violations de droits de l'homme qui étaient perpétrées sur un territoire, et puis une incursion d'un autre État qui venait supposément pour justement... c'est le fameux droit d'ingérence dont on a toujours entendu parler. Donc c'était un vrai cas d'école en droit international public, et j'avais été passionnée par non seulement le sujet, mais aussi le fait de défendre avec la réflexion, l'écriture pour le mémoire et la parole pour convaincre son auditoire. Et donc, tu es spoté par Sherman et Sterling. Ça fait quoi d'être spoté par Sherman et Sterling? C'est très étonnant, très très étonnant. Je m'y attendais pas du tout. Ça m'a permis aussi de mettre en application, parce que j'étais encore très jeune, mais de vraiment mettre en application tout ce que j'avais pu apprendre, de me rendre compte que effectivement, ce qui me passionnait intellectuellement, mais je pouvais en faire ma pratique au quotidien. Ouais, un petit peu. Je me demandais si c'était pas un peu utopique de s'imaginer que ce qu'on adore faire intellectuellement, on peut en faire son métier. Et ça m'a permis. Alors, par ailleurs, chez Sherman, là, il y a eu un vrai développement personnel aussi. Moi, j'ai adoré faire partie d'une équipe. Le travail était très dur. Il y avait beaucoup de travail. Mais il y avait un truc d'émulsion à l'intérieur de l'équipe. J'ai appris énormément. Le managing était, moi, je l'ai trouvé génial. Je suis encore en contact avec ma boss de l'époque. Qu'est-ce qui t'avait plu justement? Alors, déjà, le souci de l'excellence. Je trouvais ça... en fait, on se sent porté en permanence, se dire il faut toujours faire mieux, mais dans une bienveillance. C'était vraiment ce qui... C'est très amusant. Je suis en train de faire des cartons parce que je prépare un déménagement. Et hier, j'ai ressorti des petits cahiers que j'avais dans ma bibliothèque. Et j'ai retrouvé un cahier où je l'avais totalement oublié, j'ai découvert ça hier, où j'ai collé des choses, des petits souvenirs agréables. Et en fait, j'ai, dans un de mes cahiers, 1 an de petits post-it, qui sont que des post-it qu'on avait posés sur mon ordinateur pendant cette année-là, de collègues, de co-stagiaires, d'un collaborateur qui me donnait des choses à faire en me mettant des bons courages, etc. Et en fait, j'ai gardé tous ces post-it, j'avais oublié vraiment. Et j'ai regardé ce cahier, je me suis rendu compte que dans toutes mes expériences professionnelles, il n'y en a eu qu'une seule où j'ai eu ça et où j'ai gardé ces souvenirs, et c'est dans ce gros cabinet américain. Ce qui est quand même très amusant ce qui est très parlant, parce que on a quand même le cliché de se dire que le gros cabinet américain, c'est là où on pressurise. Moi, mon expérience, c'est que j'ai été dans d'autres cabinets, et en fait, c'est là où j'ai gardé les souvenirs, c'est dans le cabinet américain. Le plus de souvenirs de gratitude, oui. de reconnaissance. Exactement. Et d'équipe soudée. Et puis, le managing était très très bon, management, pardon, parce que c'est la femme qui dirigeait cette équipe est quand même une femme intellectuellement incroyable, humainement phénoménale, et qu'elle était capable de se rendre compte quand quelque chose n'allait pas à l'intérieur de l'équipe et de régler les problèmes, de dire là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on répartisse les rôles, les missions, etc.
Oui. T'as un souvenir en particulier de... Ouais, j'ai un souvenir en particulier d'un moment où en fait j'étais un peu assaillie par l'émission et j'en étais arrivée à avoir des feuilles de temps qui dépassaient 100 heures par semaine. Et en fait, ça a duré 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, il y a eu un mail, je m'en souviendrai toute ma vie, à 5 heures du matin, de la boss à toute l'équipe en disant on a une difficulté sur. On était une équipe de 15 personnes quand même. Il y a une difficulté sur un membre de l'équipe, donc on va revoir tout de suite les assignations de mission parce que c'est pas normal. En plus, avec délicatesse de pas nommer. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Et donc, tu parles de la recherche de l'excellence, d'une équipe soudée, beaucoup de travail, mais beaucoup de bienveillance. Ouais. Et tu as parlé de développement personnel. Du coup, ce que je comprends bien, c'est que ça a duré 2 ans, cette expérience chez Ouais, Shannon. 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, ouais. Et du coup, c'est quand même un long temps d'évolution personnelle et professionnelle. Enfin, je veux dire, et quand t'en es ressortie, qu'est-ce que la Safia d'avant et la Safia d'après? En fait, c'est moi qui ai choisi d'en ressortir parce que justement, alors après, il y avait aussi eu des moments de vie qui m'ont amené à toute cette réflexion-là. Mais je me suis rendu compte de la force dont j'étais capable et que je ne soupçonnais pas, de l'endurance, de la capacité à être passionnée par une cause et à vouloir la défendre. Et du coup, la Safia du début, qui est arrivée jeune étudiante, spotée dans une mood courte, était évidemment très différente de celle qui, à un moment, leur dit « Je vais passer le CRFPA et je veux faire du pénal ». Et donc chez eux, tu faisais de l'arbitrage. Oui. Donc, je veux dire, maintenant, il y a des avocats qui font de l'arbitrage, donc c'était pas... Et quand tu leur dis ça, et donc en disant « et je veux faire du pénal », et du coup, d'où c'est sorti cette histoire de pénal? Là, c'est une histoire très, très personnelle. Un moment de vie où, en fait... alors, c'est là aussi où le management est assez incroyable là-bas, une humanité dingue. Mais... pour la faire courte, mon papa tombe malade et on comprend que c'est la fin très rapidement. Et je demande à faire une pause pour pouvoir m'occuper de lui. Donc je m'arrête pendant 5 mois pour m'occuper de mon papa. Et pendant ces 5 mois, en fait, je me reconcentre un peu sur l'essentiel. Je deviens le porteur de la voix de mon papa et je comprends ce que c'est que de porter la voix d'une personne démunie. Qui est complètement écrasé par une machine qu'il ne comprend pas. En l'occurrence, c'était la machine de soins, la machine... Oui, c'était exactement ça, la machine de soins, le système médical, pour un homme qui est bouleversé par ce qui lui arrive et qui, par ailleurs, de toute façon, il y a ça aussi, c'est... mon papa, il n'avait pas fait d'études, il parlait pas très bien le français, donc il avait besoin de quelqu'un pour lui traduire ce qui se passait, lui expliquer ce qui se passait. Et pendant ces 5 mois, j'ai réussi à reconnecter aussi humainement ce dont j'avais besoin pour me nourrir. C'est-à-dire que j'étais plus du tout nourrie intellectuellement pendant ces 5 mois. Plus du tout. Ça a été très compliqué à gérer pour moi. Mais en revanche, humainement, j'ai été complètement remplie par ce que j'étais en train de faire au quotidien. Et quand je suis revenue donc, chez Sherman, la réflexion a été très rapide pour moi. Je suis contente de revenir à quelque chose qui me nourrit intellectuellement, mais en fait, il y a quelque chose qui me manque humainement. Et donc, voilà, très vite, j'ai compris. Je crois que je veux défendre dans les prétoires les gens, les accompagner dans leur démarche, aller les voir en prison, aller les voir quand ils sont assaillis par une machine et essayer de parler pour eux. Et intellectuellement aussi, essayer de me nourrir. Et pour ça, vraiment, le droit pénal était ce qui me paraissait être le plus approprié. Et c'est intéressant parce que tu as connecté avec le droit pénal, alors que ce qui a fait ressurgir ce besoin et cette identification est plus lié au médical. Tu vois, on aurait pu imaginer de manière un petit peu facile et grossière que tu te serais orienté vers les patients, tu vois, le droit médical et tout ça, mais oui. C'était peut-être un peu trop direct et ouais, et puis surtout ça me correspond moins, c'est-à-dire que à la base j'ai quand même toujours été passionnée par les droits de l'homme
Et là, le pénal, ça faisait tout son sens, en fait. C'était aussi de me rendre... Enfin, la réflexion se faisant, c'était aussi de me dire, reconnecte-toi avec ton amour initial de la défense des belles causes. Et en réalité, t'as pas besoin... Parce que depuis la fac et toujours, j'ai toujours été connectée avec des ONG de défense des droits de l'homme pour lesquelles j'ai fait des missions en pro bono, etc. Donc ça, j'ai jamais déconnecté de ça. Et puis, du coup, toute la réflexion s'est aussi faite en me disant, si tu veux te nourrir aussi humainement et émotionnellement dans ton métier, ben, en réalité, des belles causes de droit à défendre, c'est pas que dans les pays non démocratiques, en France aussi, en fait. J'allais te dire que moi, quand j'ai commencé le droit, alors franchement, j'avais en tête, tu vois, une carrière plutôt internationale et je pense institutionnelle. Il se trouve que j'ai eu une grosse désillusion. J'ai eu premièrement une rencontre avec la bioéthique qui m'a orientée vers le droit de la santé, puis voilà, pareil, une histoire personnelle qui a fait que je voulais moins avoir une carrière internationale. Mais en plus, ça devait être en 3e ou 4e année qu'on avait eu le cours de droit international public et je trouvais ça passionnant. Mais j'avais eu cette espèce de désillusion d'avoir l'impression qu'en fait, en droit international public, mine de rien, le droit finissait toujours par se plier aux contingences géopolitiques. Et donc, en fait, ça avait déçu l'âme puriste et rigide que j'étais de la norme qui s'applique, tu vois, cette espèce de syllogisme. Et en fait, moi, j'avais pas trop... Enfin, je trouve que dans un parcours universitaire et encore plus dans une image d'ambition, d'excellence et de quelque chose de très qualitatif sur les parcours, il y a une espèce de survalorisation de tu vois, ces parcours institutionnels, la défense du droit et du droit international dans l'aspect institutionnel, les négociations, les gros dossiers, l'arbitrage, etc. Et on laisse un peu le droit des particuliers au rebut, quoi, d'une certaine manière. Ça, c'est pour les avocats des petites gens, ou je sais même pas comment dire. Alors qu'effectivement, ces normes de droit qu'on s'attelle à négocier dans les endroits qui sont prestigieux, etc., et ben, en fait, elles trouvent à s'appliquer dans ces parcours particuliers. Mais résultat, toi qui évolue dans un milieu plutôt d'excellence, tu es à Assas, tu poursuis tes études à Assas, donc on déduit des très bons dossiers. Tu poursuis ensuite à Sciences Po, t'es spoté par Germain et Sterling, tu vois, les MOOC. On est dans cette espèce d'univers très un peu élitiste du droit et du coup j'ai envie de te demander, après cette espèce de très longue introduction de ma question, tu vois, la Safia qui finit ses 2 ans chez Germain et Sterling avec une carrière qui s'annonce plutôt très brillante, plutôt voilà, comment elle rebascule. Alors on comprend qu'il y a toute cette histoire de sens et que bien évidemment tu connectes l'intérêt émotionnel et l'intérêt intellectuel dans le droit pénal, mais quel a été ton regard justement sur cette évolution de parcours et justement sur cette bifurcation vers quelque chose qui n'est pas ce vers quoi on pourrait penser que ton parcours premier te prédestine d'une certaine manière? C'est vrai que ça a été par moments un peu difficile à expliquer. C'est-à-dire pour moi c'était complètement, c'était naturel, ça avait du sens, c'était ce vers quoi je voulais aller, je le savais. Moi j'ai un joli parcours universitaire, mais enfin c'est même pas c'est que parallèlement je viens d'un milieu, d'une famille assez populaire, quoi. Et du coup ça n'avait aucune espèce, enfin je vais dire quelque chose de très cliché. Mais moi, le fait d'avoir fait la fac de droit, mes parents étaient déjà incroyablement fiers. J'avais plus rien à prouver. Plus rien. Les gens qui se sont imaginés par moments, elle a des choses à prouver, en fait, vraiment pas du tout. Moi, à partir du moment où je suis rentrée à la fac de droit, j'ai eu des parents qui m'ont, depuis mon enfance, toujours soutenu, énormément aimé, énormément accompagné. Et la fierté dans leur regard, mais sincèrement, à partir du bac, en fait, ça y est, mon job, il était fait. Et c'était
je fais ce que je veux, quoi, ça y est. Donc, en réalité, personnellement, il n'y avait aucune difficulté. Non, mais, enfin, je veux dire, déjà, le bac, c'était fou. Alors, autant dire, Sciences Po, le master, je me souviendrai toute ma vie de ma mère en larmes quand elle apprend que non seulement j'ai passé le concours Sciences Po, mais que je l'ai intégré, parce que j'avais jamais dit à ma mère que j'avais passé le concours Sciences Po. Parce que tu avais peur de décevoir si t'échouais, par Non, pudeur. parce que je me disais que ça allait. En fait, maman, elle comprenait pas force. Elle a jamais vraiment compris toutes ces choses-là. C'est une femme de ménage qui connaît pas ces grandes écoles, qui sait pas. Donc, à quoi ça sert de lui créer une espèce de petit stress en plus, quoi. Ah, ma fille, elle a passé un concours. Est-ce qu'elle va l'avoir? Est-ce qu'elle va pas l'avoir? Comment on va faire si elle l'a Et voilà. Et du coup, je me suis dit, on verra. Si je l'ai, je lui donnerai la bonne nouvelle. Et puis, si je l'ai pas, elle n'aura jamais eu à s'inquiéter de ça, quoi. Et donc, du coup, elle découvre que non seulement je l'ai passé. Donc, tout ça, c'est pour dire que, en fait, quand je choisis de quitter cette espèce de parcours d'excellence, en réalité, moi, à titre personnel, j'ai grandi avec des parents qui m'ont toujours dit « Chérie, je sais pas ce que tu es en train de faire, mais je suis fière de toi. Fais-le, je te fais confiance. » Voilà. Grosso modo, c'est ça. Ça change beaucoup de choses. Et ça change énormément. En revanche, c'est vrai que le regard des gens qui sont dans ce milieu-là, il n'a pas du tout été le même. Je me souviens effectivement d'anciens collaborateurs de chez Sherman qui ne m'ont pas du tout soutenue dans ce truc-là. Des amis pourtant qui me disaient « Mais Safia, pourquoi tu fais ça? T'es en train de flinguer ta carrière. Ne fais pas ça. C'est incroyable. T'étais vraiment sur une montée hyper prometteuse. Vraiment, on te mettait sur les beaux dossiers, etc. » Et je leur dis, mais en fait, vraiment, je n'ai rien à prouver. Moi, là, j'ai envie d'aller là où je veux. Et en plus, sincèrement, au moment où je fais ce choix-là, j'ai 28 ans et je me dis, contrairement à ce que beaucoup pensent, et je pense que c'est très franco-français, je me dis, je suis super jeune. Et en fait, si je fais un mauvais choix et que je veux rebifurquer, je rebifurquerai. Et c'est pas grave, quoi. Bon, et pour le coup, 10 ans plus tard ou 9 ans plus tard, j'ai pas du tout envie de rebifurquer et je suis très heureuse dans le pénal. Non, mais c'est vrai que comme tu dis, je sais pas si c'est franco-français, voilà, mais c'est vrai qu'il y a une pression autour de l'âge, le fait de faire les choses vite, d'avoir ses diplômes jeunes, et comme si c'était un signe de réussite particulière d'être avocat ou de faire ci ou ça le plus tôt possible, etc. C'est ça. Et ouais, donc du coup, en tout cas des anciens et le management. Ah, ils étaient. Mais je suis encore en contact avec elle actuellement et déjà, elle suit énormément mon parcours. Elle est hyper fière. Elle me le dit. Elle me dit, je suis tellement fière. Et puis, elle a ce truc que je trouve magnifique, qui est hyper sincère. Elle me dit, mais tu sais, le jour où je t'ai proposé de venir, c'est parce que je t'ai vu plaider. Et donc aujourd'hui, ça me paraît tellement logique et naturel. Tu es à ta place. Et j'ai toujours su qu'en réalité, j'avais quand même beaucoup de chance pour qu'à un moment tu me dises allez, ciao, bye, en fait je veux faire une activité plaidante et juridictionnelle. Donc effectivement, c'est la suite logique, quoi. Non, elle est hyper soutenante, hyper fière, hyper contente. Ouais, le type de management qui est vraiment d'essayer de pousser les gens qu'on forme à aller vers ce vers quoi ils sont les meilleurs. Et quoi qu'il arrive, quand on fait un choix, à se dire, peu importe le choix que je fais, mais il faut que je le fasse bien et que j'essaye d'être compétente dans ce que je vais choisir de faire. Et donc, 28 ans, 2 ans d'expérience professionnelle, déjà une première bifurcation, CRFPA. CRFPA, donc je passe en pénal, procédure pénale, et puis l'EFB. Et l'EFB que je fais en pénal, donc avec un PPI au parquet de Bobigny et puis un stage final dans un cabinet d'avocats français pénalistes. Stage où on me propose très 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 rapidement une collaboration. Je suis à moins d'un mois de stage final qu'on me propose la collaboration, que j'accepte en me disant que vu que c'est ce que je veux faire, voilà. On est bien d'accord que effectivement financièrement c'est plus la même histoire que quand on était chez Sherman, bien entendu, mais c'est complètement autre chose. On apprend, on sait déjà qu'on peut développer de la clientèle personnelle et puis ça fait un peu partie du deal. Et en réalité je développe très très vite
Donc, je finis l'école, j'arrive en collaboration et je développe très, très vite. J'ai une chance incroyable de la clientèle. Et tu sais pourquoi, comment Bah, parce que déjà, en fait, quand je prête serment, j'ai 30 ans, quoi. Donc, j'ai un réseau, j'ai des amis. euh, Et ce réseau, quand tu as 30 ans, il est composé de qui, de quoi? de Parce que il y a beaucoup. avoir un réseau et avoir un réseau qui t'envoie des dossiers, Ouais, tu vois, c'est pas ouais. forcément la même chose. Bah, en fait, comme j'ai un parcours qui est très diversifié, justement. Et ben, du coup, j'ai un réseau qui est très diversifié. J'ai les amis de fac, ceux qui sont devenus avocats avant moi parce qu'ils ont fait le parcours direct et ceux qui sont jamais devenus avocats et qui sont juristes. J'ai les amis de Sciences Po, dont notamment des étrangers, parce que moi j'étais dans une filière internationale. Ouais. J'ai pas mal d'amis de l'étranger aussi, parce que pendant tout ce parcours, bah, j'étais au Danemark, j'ai été aussi à un moment aux Pays-Bas, où j'avais fait un stage à la Cour internationale de justice. Donc j'ai les ONG aussi. Et donc, tu as des ONG, Ouais, parce que j'allais te dire, tes amis de fac, tes amis de Sciences Po, est-ce qu'ils t'envoient des dossiers? oui, Ouais. ils m'envoient des dossiers En droit pénal? en droit pénal, Ouais. de droit commun. Euh, Potentiellement des amis qui sont devenus avocats, mais civilistes ou Exactement. publicistes. Exactement, qui me disent voilà, j'ai un client, mais moi je peux pas prendre ce dossier parce que c'est pas ma matière. Ou bien l'ami d'une amie de machin doit porter plainte, voilà. Ou bien quelqu'un a porté plainte contre cette personne, a besoin d'un avocat. C'est vraiment aussi basique que ça. Ok. Et les ONG. les ONG dans lesquelles j'avais fait mes stages, etc. Qui, parce que je pense que c'est ça aussi, c'est que c'est très humain en fait le réseau. Moi je suis assez sociable. Euh, j'ai toujours gardé contact avec les gens que j'ai appréciés dans les milieux dans lesquels j'ai travaillé. Et bah, du coup, assez naturellement, les gens qui me font confiance me disent ah bah tiens, ça y est, t'es avocate, bah en fait, on aimerait bien t'envoyer tel dossier, on est en train de défendre des victimes d'un pillage dans tel village au Mali, et ben on aimerait bien un avocat pour nous accompagner sur la rédaction de la plainte, etc. Voilà. Mhm. Donc un développement assez rapide du fait de ce réseau Ouais, qui te... extrêmement rapide. Et puis moi, j'arrive avec un certain âge aussi, et une certaine expérience, à la fois professionnelle mais de vie. Et en fait, très 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 vite, je comprends que est-ce que c'est dans ce cabinet ou est-ce que c'est de manière générale, mais la collaboration ne fonctionne pas. Et donc, Qu'est-ce qui fonctionnait pas pour toi? alors, d'abord, j'avais le sentiment que le fait que je développe de la clientèle, enfin, j'avais pas le sentiment, c'était quand même, était pas simple à gérer pour les associés. Voilà. Ce que je peux entendre et comprendre maintenant que je sais aussi ce que c'est que Ouais. d'avoir son propre cabinet, je peux le comprendre. Euh, Quand on a quelqu'un, un collaborateur dont on voit qu'il remplit ses objectifs, on a envie d'augmenter ses objectifs pour qu'il aille encore plus loin, plutôt que de le voir développer sa clientèle en parallèle. Voilà, en grosso modo, c'est ça qui se passe à ce moment-là. Donc ça, c'est très compliqué parce que moi, en réalité, je comprends que j'ai envie aussi de développer ma propre clientèle. Et puis, honnêtement, moi, je pense que j'ai été pourri gâtée par Sherman sur un point. C'est l'extrême et haute bienveillance du management, le professionnalisme du management, et que en réalité, dans les cabinets français, c'est pas simple. Et j'ai été pourri gâtée, je pense. Mm. Parce que à ce moment-là, je me rends compte que je ne suis pas capable et que je n'ai pas envie de me fatiguer à travailler dans un endroit où j'ai pas un vrai sentiment de bienveillance. Voilà. D'appartenance et de bienveillance. Ouais. Ouais, exactement. Donc je fais un peu moins d'un an avant de poser ma démission. Stage compris? Non, non. Stage et ensuite Ouais, 1 an. stage, j'arrive. En fait, stage compris, je fais 1 an et 3 mois. Voilà, et je pose ma démission. Et puis. Comment ça a été, tu te souviens de comment ça a été perçu, enfin de... Pas très bien. Ouais. Ouais, pas très bien. Mais bon. Tu leur as expliqué ou pas du tout? Oui, oui, Tu oui, leur oui. as dit, ouais. Oui, 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 oui. Après, voilà, c'est aussi le principe de la vie en cabinet.
Je pense que vraiment la culture du cabinet d'avocat à la française, elle vieillit beaucoup et elle est en déconnexion avec ce qu'est la réalité du jeune barreau. Mm. Et donc ça, c'était en 2014, donc il y a 6 ans, un peu plus même parce que c'était en début d'année 2014. Je pense que c'est en train d'évoluer beaucoup, vraiment. Et je pense sincèrement que les 5 dernières années, ça a évolué. Mais moi, c'était encore un moment où, effectivement, s'installer très jeune, c'était un peu un affront. Bah oui, j'allais te demander, parce que c'est pas comme... quand tu pars pour un autre cabinet, c'est un affront, mais tu restes à ta place de collaboratrice. Ouais. Et donc, il y a un affront, mais où tu te positionnes pas comme une future égale à égale, d'une certaine manière. Hein. Mmh. Et donc, l'affront est plus mineur. Et bon, après, c'est ravaler sa fierté sur le fait que, du coup, ton talent sera utilisé par quelqu'un d'autre. Ouais. Mais partir, et en plus en disant, bah, en fait, je m'installe. Ouais. Alors qu'on a un an de barreau. C'est ça. C'est... au moment où je l'annonce, j'ai 5 mois de barreau. Ouais. Ouais. Et du coup, ça, ils t'ont fait des remarques Oui, non, ça a été compliqué. Après, le temps faisant, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je n'ai pas eu, contrairement à mon ancienne boss de chez Sherman, qui par ailleurs n'est pas une avocate juridictionnelle, qui sait ce que c'est en plus de ça que de monter un petit cabinet, la petite plaque au mur sur la rue. J'ai pas eu de soutien. J'ai pas eu le sentiment que un mentor allait m'aider, me dire bon bah écoute très bien, c'est ce que tu veux faire, bon ben vas-y, et puis si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, et puis on déjeunera, on prendra un café, et puis je t'assisterai ou je t'accompagnerai. Ouais, une continuité dans la relation, quoi. Pas du tout. Non, ça a été, grosso modo, ça a été d'ailleurs plutôt ok, le plus vite tu pars d'ici, le mieux on se portera du coup. Et t'aurais aimé avoir ce mentor dans cette activité de droit pénal ? Alors, je l'ai trouvé auprès d'amis, en fait. Pendant, après ? Un peu après. Un peu après, j'ai eu la chance de prendre une sous-location dans un cabinet où les confrères étaient, en tout cas, étaient assez bienveillants. Et du coup, j'ai pu trouver ça auprès d'eux. Ils étaient plus âgés que moi, ils avaient plus d'années de bar que moi. Donc, j'ai noué une certaine complicité avec eux sur ce terrain-là. Et puis en fait, je me suis rendu compte que l'encouragement, finalement, c'était peut-être pas que chez les avocats qu'on pourrait le trouver. Alors encore une fois, mon ancienne boss de Sherman, elle a été très présente sur l'empowerment. Safia, tu peux y arriver, t'es une femme, mais c'est compliqué, mais voilà, il faut que tu y crois, il faut que machin, ça a été vraiment elle qui a été ce moteur-là. Et j'ai quand même trouvé à un moment, vraiment, où j'étais en grande hésitation sur le choix que j'avais fait, en me disant, mais t'as fait une énorme connerie, mais pourquoi t'as fait ça, voilà. Un magistrat. Tu l'as trouvé comment, ce magistrat ? En fait, c'était un magistrat, un juge d'instruction. C'était Renaud Van Runbeck, auprès de qui j'avais une instruction en cours, et qui est un magistrat qui échange beaucoup avec les avocats, et qui était très surpris de voir une jeune avocate avoir le dossier que j'avais, et qui, du coup, a été très bienveillant à mon égard, en vraiment me rassurant et régulièrement en me disant non mais là c'est incroyable ce que vous pointez du doigt, et en ayant vraiment un échange très très sincère, en me demandant mais en fait qui êtes-vous, d'où venez-vous, quel est votre parcours, c'est très surprenant. Et en fait, au moment où on se dit je ne suis pas bonne, je suis nulle, voilà, et ben en fait, on a un juge en face qui vous regarde avec un regard de elle est pas mauvaise celle-là quand même. En fait, et ça rassure, ça fait du bien. C'est exactement ce dont on a besoin quand on est toute seule dans son bureau et qu'on n'a pas justement un boss pour nous dire en fait, la gratitude et le besoin de reconnaissance, quoi qu'il arrive, il existe chez tout le monde.
Ouais, ça c'est sûr. Professionnellement, il existe chez tout le monde. Et d'ailleurs, je pense que quand on n'a pas ce besoin-là, c'est presque inquiétant. Et j'ai plutôt tendance à, enfin en tout cas mes clients avocats, et notamment avocates, qui ont beaucoup de mal à être fiers de leur travail et à être appréciatifs de leur qualité professionnelle, etc. Notamment parce qu'elles reçoivent finalement assez peu de commentaires positifs sur leur travail de la part de leur management. Et ben moi j'essaye aussi d'encourager à aller chercher les feedbacks et aller chercher les feedbacks positifs aussi. Et mais bon c'est tout un switch, c'est-à-dire que du coup il faut oser déclencher ce genre de retour et quand les retours sont pas que négatifs mais qui sont aussi positifs, il faut les enregistrer parce que c'est très facile d'enregistrer toutes les critiques négatives. Exactement. Et les critiques positives de les oublier ou de se dire oui bon c'est un peu la moindre des choses quoi. Alors qu'en fait c'est voilà, il faut se souvenir des critiques négatives, mais je pense qu'au contraire les critiques négatives c'est pas s'en souvenir, c'est les utiliser pour s'améliorer, etc. Les critiques positives c'est juste pour se sentir bien quoi. Et c'est important. C'est-à-dire qu'on est capable de se dire là j'ai besoin d'aller me faire un massage pour me sentir bien, et ben là c'est pareil en fait, c'est de temps en temps se brosser dans le sens du poil et apprécier les compliments. Ouais. Et tu disais que ce mentor à travers ce juge d'instruction parmi d'autres modèles qui t'ont porté, en tout cas lui tu l'as rencontré dans un moment de doute. Oui. Ce moment de doute c'était au bout de combien de temps d'installation? C'était très très vite. Très vite. Ah oui, très très vite. Moi je suis partie, j'ai décidé de m'installer encore une fois, j'étais très très jeune avocate. C'était pas une nécessité de m'installer. C'est un choix que j'ai fait, alors que j'aurais pu aussi me dire cherche une autre collaboration ou la sécurité en fait. Forme-toi un peu plus, parce que bon, t'es bien gentil, mais le pénal, même si t'es un peu plus âgé que le jeune avocat lambda, en réalité, par contre, en termes de technicité. Exactement. J'étais encore très jeune. Et en fait, très très vite, c'est ça qui est compliqué avec l'installation. On se sent seul. Beaucoup reposent. On n'est pas du tout formé à gérer un cabinet. On n'est pas du tout formé à manager un cabinet, savoir comment avoir un business plan, anticiper le chiffre qu'on veut faire, etc. Une autre personne qui a été d'un soutien incroyable et qui m'a vraiment... donc les doutes, je les ai eus vraiment très vite, au bout de 3 mois, 3-4 mois. Et une autre personne, par exemple, qui m'a vraiment beaucoup rassurée dans ces périodes de doute, c'était mon comptable. Qui n'est pas juste un comptable, c'est par ailleurs aussi un conseiller. En fait, il est aussi DAF, voilà. Et de me dire, voilà, Safia, toi, je vois que tu as une activité plutôt comme ci, comme ça. Est-ce que tu penses pas que ça serait plus intelligent de limiter tes coûts dans tel domaine ? Et là, pour le coup, ne plus être seulement une avocate, mais aussi une chef d'entreprise, de petite entreprise. Ah non, mais ça change la vie, moi. Et je fais plus du droit, mais pour mon entreprise Fleur d'avocat, j'ai fini, parce que les chiffres, la comptabilité, c'est pas du tout mon truc. Et j'ai fini par prendre une DAF externalisée, donc une experte comptable qui me fait... Alors, elle, pour le coup, elle me fait pas la comptabilité lambda, voilà, mais elle me fait... tous les 3 mois, on se voit et on regarde un peu mes charges, mes prévisions de rentrée. Et ça change la vie d'avoir quelqu'un qui arrive à lire ces chiffres et à les lire de manière intelligente. C'est-à-dire à les lire et à dire, ça, c'est un poste budgétaire un peu trop important, mais par contre, ça, nanana. Globalement, tes dépenses, elles sont normales par rapport à ton sens. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais on se demande si on n'est pas en train de flamber ou si on sous-investit pas. Enfin, tu vois, on n'a aucune référence en fait. Et d'avoir quelqu'un qui a une lecture pour qui ces chiffres veulent dire quelque chose et qui nous a quand même ok. Donc là, par rapport aux 6 prochains mois, ton business plan il est bon, mais par contre il y a peut-être un problème de trésorerie, donc il faut qu'on voit en termes de fonds de roulement. Enfin, tu vois, des trucs comme ça qui veulent rien dire pour
mois, et ben ça change la vie. Et effectivement, en plus de ça, quelqu'un qui... moi, je suis tombée sur un type qui est passionné par la compta et la gestion d'entreprise et qui, du coup, en fait, essaye de te transmettre ça. Je dis bien essaye parce que même si maintenant j'apprécie ça, on ne peut pas dire que je sois passionnée par le sujet, mais parce que c'est ça qui est très difficile, je pense, quand on est à son compte, c'est de se rendre compte que on ne peut pas être que avocat quand on est à son compte. On doit aussi être chef d'entreprise. Et à un moment, on devient manager aussi. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet. Et on découvre des métiers, on découvre des choses qu'on n'aime pas forcément faire, qu'on ne s'imaginait pas. Parce que moi, franchement, je ne m'étais pas imaginé une seule seconde avoir mon propre cabinet, quoi. Quand tu vois le parcours que je viens de t'expliquer, à aucun moment, l'étincelle d'avoir son cabinet ne pouvait arriver, quoi. Si ce n'est, effectivement, encore une fois, voilà, ce truc de la bienveillance, ça a été un peu le déclic pour moi de me dire, j'ai vécu une expérience professionnelle dans laquelle il y avait énormément de bienveillance. L'intolérance que j'ai, je peux être tolérante à 1000 choses. On peut me demander de travailler comme un chien, je peux le faire. L'intolérance que j'ai, c'est l'absence de bienveillance à l'intérieur de la structure dans laquelle je travaille. L'humain est trop important. Et effectivement, je me suis dit, voilà, je préfère encore, tant pis, avoir ce truc de la précarité de l'installation, mais pourquoi pas. Et puis, il faut de l'ambition. Et c'est là où, encore une fois, cette femme m'a beaucoup aidée aussi à se dire, pourquoi pas, il faut de l'ambition. De toute façon, t'as peur de rien. Voilà. Et donc tu dis que dans ces moments de doute et d'installation, parmi les personnes qui t'ont aidé, il y a cette histoire de comptable. Tu assez rapidement en fait, tu as établi cette relation plus de conseil avec lui Oui, que de... Oui, c'était... Alors, il se trouve que le comptable est quelqu'un que je connais par ailleurs. En fait, c'est le mari de ma meilleure amie. Et donc, dès que j'ai prêté serment, ça a été mon comptable. Il ne me conseillait pas grand-chose quand j'étais collaboratrice. Mais bien évidemment que quand j'ai pris la décision de poser ma démission, je lui en ai parlé en lui disant, voilà, soit je recherche une collaboration, soit je m'installe. Et très vite, il m'a expliqué ce que ça allait être l'installation, ce que ça allait impliquer, de combien j'allais avoir besoin, etc. Et très vite, j'ai un exemple tout con, mais très vite, il me dit, écoute Safia, très bien, tu veux le faire, pourquoi pas, je vois ton chiffre, ça fait moins d'1 an, donc je peux pas avoir une visibilité dingue. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut que tu t'assures juste d'avoir une rentrée permanente, assurée, qui te permette de payer le loyer de ton bureau. Et après, le reste, tu te débrouilleras parce que tu as déjà une petite trésor, tu avais mis de l'argent de côté, donc tu te payeras dessus, tu te débrouilleras. Et donc ça, c'est vraiment tout bête. Mais au moment où il me dit ça, je me dis, ok, très bien. Bon, je suis sur les listes de permanence. Ça veut dire qu'il me faut 4 gardes à vue par mois pour payer mon loyer. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Et ça, je l'aurais jamais pensé si mon comptable m'avait pas accompagné dans ce truc-là. Donc très, très vite, ouais, on a installé ça. Et très, très vite... il a été capable de me dire, tu redescends, calme-toi. En fait, ça va. Oui, tu as l'impression que là, tu rentres pas assez d'argent, etc. Mais en réalité, c'est normal, c'est le début. Tu as fait des achats de meubles, etc. Mais en réalité, c'est pas si mal que ça. Rassure-toi, pour une jeune avocate, c'est bien. Voilà. Ouais. Et ça, encore une fois, ce truc... moi, c'est pareil. Hein, comme je n'arrive pas à faire parler les chiffres, ça ne veut rien dire pour moi. Quand on me donne une somme, il faut que je comprenne ce que ça veut dire en termes de nombre de formations. Et on a l'impression que c'est un truc tout bête. Oui, mais il suffit de diviser ou je sais pas quoi. Mais en fait, déjà, non, parce qu'il y a aussi d'autres charges à prendre en compte. Mais oui. Bon, voilà. Et puis en plus, c'est très facile d'avoir une vision rationnelle des chiffres quand c'est l'activité de quelqu'un d'autre. Mais quand c'est la sienne... En fait, la moindre chose prend des espèces de et surtout, si comme moi, on a une espèce de phobie des chiffres, la moindre chose prend des espèces de proportions très émotionnelles où on se dit non mais en fait ça va jamais le faire, je vais jamais y arriver. Ouais, bien sûr. Et bien donc sûr. du coup, non mais je pense que les coordonnées de ce comptable pourraient intéresser beaucoup de monde. Donc, oui. Alors, avec son acceptation, peut-être que tu pourras me donner ses coordonnées. Je les mettrai en note de l'épisode parce que. Tout à fait, sachant que je l'ai conseillé à pas mal d'autres confrères qui effectivement me disent ah ouais effectivement ça change un peu la vie. Il a une vision complètement différente des choses. Et puis il est passionné par ce qu'il fait quoi. Donc il aime aider les entreprises, il aime aider les entrepreneurs, il aime l'entrepreneuriat et il m'a permis
de ne plus me voir exclusivement comme avocate, ouais. mais aussi comme entrepreneur. Et, euh, à un moment, chef d'entreprise. J'ai évolué à un moment, je me suis associée avec 2 confrères. Je suis revenue à mon compte récemment. Mais voilà, c'est aussi cet accompagnement-là de quelqu'un qui te dit ouais, là, tu peux prendre ce risque-là, ça va être un investissement, et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Voilà, c'est important. Et pour en revenir à tes débuts d'installation, donc tu fais ce pari un petit peu fou de te le mettre à ton compte alors que c'était pas vraiment ce qui était prévu. Premier mois un peu difficile, des gros doutes Ouais. au bout de 3-4 mois Ouais, qui sont calmés par des rencontres professionnelles qui c'est te ça. redonnent confiance en tes capacités, par un DAF qui te Ouais, donne confiance dans le fait que ton activité, ton niveau d'activité est normal, ouais, enfin, que c'est tout pas à fait. préoccupant ni alarmant. Tu dirais que déjà, donc il y a eu, t'as dit ces permanences que tu faisais qui étaient genre ce minimum vital Ouais. dont t'avais parlé ton DAF qu'il fallait que t'assures. Tu dirais que ça a mis combien de temps pour arriver à tu vois, à ce que les dossiers, pas que les permanences, Oui, arrivent de manière, tu vois, plus... Enfin, oui. voilà, Euh, 1 an. 1 an. Un peu moins d'1 an même. Un peu moins d'1 an parce que je sais que j'ai pu commencer à prendre un stagiaire master au bout de, je crois, 8 mois ou 9 mois d'installation. Mm. Parce que ça y est, ça commençait à rentrer à tel point que j'arrivais. Et puis en fait, moi, il y avait deux indices pour comprendre que ça y est, l'activité commençait à être vraiment productive et que c'était pas que de la juridictionnelle. Ça a été de pouvoir prendre un stagiaire parce que j'avais assez de trésor pour le payer, parce que j'ai ce fameux principe, ce rare principe de systématiquement donner une gratification aux stagiaires même quand ils font moins de 2 mois. C'est-à-dire que c'est pas parce que la loi me dit que j'ai le droit d'avoir un stagiaire gratuit que je le prends gratuitement. Et ça, c'était depuis le début. Donc, j'ai pu me payer un stagiaire au bout de 8 mois. Et le deuxième indice, c'est que effectivement, à moins d'1 an, j'ai pu commencer à dire non à des dossiers qui n'étaient pas du pénal et que au tout début je prenais quoi qu'il arrive parce qu'il fallait que je rentre des dossiers et qu'il y a cette espèce d'angoisse, voilà. Et en fait, effectivement, au bout de un peu plus de 6 mois, un peu moins d'1 an, ça y est, j'ai pu commencer à dire ah non, je suis désolée, donc là c'est un litige locatif, c'est pas ma matière. Oui, mais on m'a dit que vous aviez, oui, je l'ai pris à 6 mois, mais là je vais vous envoyer vers quelqu'un de vraiment compétent, voilà. Et au moment où tu as commencé à... Alors du coup, 2 questions se posent. Au moment où tu as commencé à, à refuser des dossiers, là tu t'es dit je me concentre que sur le pénal. Est-ce que tu t'es dit je me concentre sur un certain type de pénal ou est-ce que tu voulais avoir un certain positionnement, je sais pas, partie civile, défense, ou est-ce que tous les pôles t'intéressaient, enfin... Ouais. Non, ça, pour le coup, quand je suis arrivée au pénal, c'était, je l'ai dit, parce que j'avais besoin d'être nourrie humainement. Mais en fait, faut pas minimiser le fait que intellectuellement, je me suis découvert une passion pour la matière. La procédure pénale et le droit pénal et en fait tous les champs que ça recouvre. Et du coup, non, j'avais pas du tout envie de me positionner exclusivement sur du pénal de droit commun ou bien du pénal des affaires ou bien du pénal médical ou bien du pénal du travail. Au contraire, c'est ça que je trouve beau dans le droit pénal, c'est que justement à peu près tous les champs de la vie peuvent à un moment ou à un autre tomber sous le coup du droit pénal et donc de la restriction des libertés, en tout cas, voilà, de la procédure pénale. Et pour ça, de la même manière, m'imaginer ne faire que de la partie civile ou que de la défense, c'était inconcevable pour moi. Vraiment inconcevable. Même en matière de droit de l'homme et droit pénal international, parce que du coup, j'ai développé aussi beaucoup de pénal international avec les ONG. Même à ce niveau-là, je sais que c'était compliqué à concevoir pour les ONG qui me demandaient d'être leur avocat pour défendre des victimes et des parties civiles, mais
j'ai toujours été très claire en disant que si un jour j'étais sollicitée par quelqu'un qui avait besoin en défense pour des crimes de guerre, je serais en mesure de défendre la personne. Ouais. Ça, Et c'est intéressant ça. Et du coup, du coup, t'as construit, tu t'es vraiment construite autour de la défense. Donc, ouais. Dans son concept le plus grand, quoi. Et je discutais de ça, je ne sais plus avec qui récemment. Et je discutais du fait que les avocats et ceux qui ont une formation d'avocat comprennent cette aptitude de défense au sens large et où finalement la défense l'emporte sur la cause derrière. Bien sûr. Après, il y a plusieurs positions. Il y a des avocats qui sont des avocats militants et donc qui vont plus être attachés à des causes et tout. Mais en tout cas, ils peuvent comprendre l'autre position qui est la tienne, qui est celle de la défense au sens large. Mais pour le client, c'est potentiellement beaucoup moins compréhensible et lisible. Et donc, en termes de, tu vois ce que je veux dire, de communication et de développement de clientèle, de positionnement, un aspect plus marketing de la chose, et ben ça peut ne pas forcément être facile à gérer, justement, parce qu'il y a des personnes qui vont pas comprendre ça. Et d'ailleurs, en ce moment, l'actualité le montre. Tu vois, et notamment par rapport à la nomination d'Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice, en reprenant des citations qui sont des citations qu'il a dites dans le cadre de défense, etc. Et donc, toi, tu as eu ce dialogue avec ces ONG en leur expliquant, du coup, et comment est-ce que c'est passé? Ça a dû être des discussions hyper riches, en fait, de bien clients sûr, à avocats. bien sûr. Alors, in fine, ça s'est plutôt bien passé puisque j'ai jamais été amenée à avoir à défendre quelqu'un qui a commis un crime de guerre ou qui est en tout cas mis en cause pour avoir commis un crime de guerre. Mais c'est très riche parce que effectivement, à l'intérieur des ONG avec lesquelles j'ai pu travailler, il y a vraiment un peu de tout. Et il y a effectivement aussi des personnes qui sont incapables d'accepter, de concevoir qu'il soit possible d'avoir cette vision globale de la défense, qui est de se dire je défends une personne et non pas une cause. Et du coup, ça peut être à la fois une partie civile, ça peut être à la fois un accusé. Après, évidemment, ce qui moi me fascine toujours, parce que je pense que le plus fondamental des droits, c'est justement ça, c'est le droit à la défense. Et donc être droit de l'homiste, si on veut, normalement c'est justement ça. Mais bon, c'est des discussions très riches. Encore une fois, oui, effectivement, c'est exactement ce qu'on a actuellement. Après, en termes de positionnement et de marketing, moi, très honnêtement, je suis assez nulle là-dedans, dans le sens où je cherche pas à avoir une image, je cherche juste à être moi. Et on me prend ou on me prend pas, et c'est tout. Oui, et du coup, mais ça fait partie d'une certaine forme de personal branding, tu vois ce que je veux dire, mais de marque personnelle, mais en tout cas, et toi, ta marque personnelle, elle est autour de la défense, et tu le dis, quitte à ce que du coup, ça plaise pas, et donc potentiellement, une association qui comprendrait pas, ça t'es à l'aise avec le fait de dire, bah ok, du coup, on travaille pas ensemble. Et, oui, bien sûr. Parce sûr. Mais du coup, c'est intéressant, en fait, le fait que tout ça, peut-être que c'était déjà très clair dans ta tête, mais si ça l'était pas déjà, ça a dû te forcer à te poser la question de, en fait, pourquoi je fais ça et qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, et donc toi de te positionner sur la défense. C'est ça. Là où certains se positionnent sur la cause, et donc intellectuellement parlant, du coup, c'est quelque chose que tu as pu affirmer. Intellectuellement, et après, en termes d'image, pour revenir quand même à ce truc-là, oui, éventuellement du personal branding, moi, la démarche, elle s'est faite intellectuellement à travers ces discussions-là, au début, justement, quand j'étais vraiment solo à mon compte, la première année avec les ONG. Et ensuite, ça a été quelque chose qui a été visible à l'extérieur auprès des confrères, des institutions, etc. Quand j'ai passé la conférence et que je me suis retrouvée, moi, Safia Akori, que tout le monde visualisait comme avocate des droits de l'homme, des victimes de génocide, des victimes de crimes de guerre, en train de défendre des violeurs, des terroristes, et que là, d'un coup, j'ai découvert, parce que la question m'a été posée, et on m'a dit « Ah, c'est marrant, mais ça te dérange pas, parce que toi, t'es plutôt droit de l'homme
Je dis, mais en fait, non, je suis avocate pénaliste, je suis avocate de la défense. Et ce qui est assez... on m'a pensé pendant longtemps avocate militante. Et c'est à travers la conférence qu'on a découvert que j'étais davantage avocate tout court de la défense avant d'être avocate militante. On en revient au fait que le regard des autres est hyper définissant et à l'inverse peut aider à se positionner ou à se repositionner, enfin comprendre comment on est perçu. C'est assez, c'est aussi d'une certaine manière, c'est un cadeau que d'avoir des confrères ou des clients qui challengent un peu sur ah mais tu fais ça, ah mais tu fais, enfin voilà, parce que c'est à chaque fois à l'occasion de se faire un miroir en mode en fait moi je c'est comme ça qu'on me voit, mais moi j'ai pas envie qu'on me voit comme ça forcément. Ouais tout à fait, c'est exactement ça. Et la conférence, qu'est-ce qui t'y a amené? Comment déjà au bout de combien de temps d'installation tu l'as? Alors, je l'avais passé au moment où je m'installais et je ne l'avais pas eu. Et puis, après, mon cabinet, quoi. Mon cabinet, mon activité, c'est complètement sorti de mon esprit. J'étais vraiment concentrée sur autre chose. Au bout de 2 ans et quelques, je crée une harpie avec 2 confrères. C'est énormément de travail. Là, c'est plus du tout la même gestion parce qu'on est sur... là, on a une équipe. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus de boulot. Et puis, au bout de 2 ans de mise en route de cette harpie, vraiment un peu par hasard, je passe le concours. Pour être très très franche, c'est un petit pari qu'on passe avec des copines en se disant c'est un bon moyen pour avoir des places pour aller au bal du bâtonnier. Voilà, c'est vraiment, ça se passe comme ça. Et donc je le passe un peu au dernier moment. Un sujet qui te plaît quand même? Oui. Un sujet qui me plaît. Je crois qu'on est à l'avant-dernière séance du premier tour. On est en juin 2017. Et puis le sujet, c'était faut-il enterrer ses regrets? Et ses remords, pardon. Faut-il enterrer ses remords? Et en fait, c'est là où en fait le regard des gens, ce que je disais, est assez amusant parce que du coup je fais un discours qui est en partie consacré au génocide rwandais. Je fais une espèce de comparatif entre les morts enterrés, les charniers à ciel ouvert, le fait d'enterrer les regrets, les remords, voilà, bon. Et puis en fait, je m'y attends pas une seule seconde parce qu'en plus de ça, le discours pour moi se passe très très mal, très très mal. Je suis coupée au milieu du discours, je demande à reprendre la parole, je me dis que ça se passe hyper mal. Et puis écoutez, surprise incroyable, finalement en fait, la façon dont je demande à reprendre mon discours, le moment où en fait je suis coupée par les applaudissements au milieu du discours et que ça ne me déstabilise pas, fait que je passe au 2e tour. Et ils t'ont dit que c'était ça? Ouais, ils me l'ont expliqué. Oui, ils me l'ont dit, en me disant, en fait, c'est pas normal, mais en fait, quand on a vu, c'était très touchant ce qui m'a été expliqué après. Quand on a vu ça, on s'est dit, en fait, là, ça, c'est une avocate qui a un imprévu et qui, de manière hyper humble, mais impassible, reprend sa plaidoirie en plein milieu. Et on se dit, mais c'est exactement ça, quoi. Et je me dis, ah mince, c'est pas du tout comme ça que je l'avais vécu, moi, quand je l'ai vécu de manière très humiliante. Mais bon, en tout cas, et c'est là où le regard des gens est quand même... Moi, je suis sortie de là en me disant, t'as vu, j'ai eu l'impression d'être une gamine en CP qui lève la main pour demander à reprendre la parole. Voilà. Et en fait, c'est pas du tout l'image que j'ai renvoyée. Bizarrement. Bon, et du coup, je le passe un peu par hasard. Et puis, au fur et à mesure du concours, en fait, je me laisse emporter par le truc en me disant, c'est vrai que c'est... Si ça peut le faire, c'est génial, quoi. Et finalement, ça le fait. Mais aussi parce que je le passe en me disant exactement ce que je m'étais dit quand je me suis installée. J'ai rien à prouver, quoi. Là, moi, je suis vraiment au top de ce que j'aurais... Enfin, je suis au-dessus du top de ce que j'aurais pu imaginer. Pareil, maman qui vient à mes tour et qui comprend pas ce que je raconte. Elle me dit, chérie, je comprends pas tes discours, mais t'es belle quand tu les fais. T'es vraiment belle. T'es belle quand tu... Donc vraiment, j'ai cette espèce de truc où je suis entourée de bienveillance. Dans mon cercle personnel, mon tout premier cercle, je suis entourée de bienveillance, qui fait qu'en fait, c'est ça qui me porte.
Et donc, ça se passe bien, je l'ai. L'année est physiquement éprouvante, humainement merveilleuse. Et en fait, c'est un petit peu comme cette fameuse année où je suis partie de Sherman pour m'occuper de mon père et que on se reconcentre sur ses envies, ses besoins, la quête de sens. Et en fait, donc je passe l'année, et à la fin de l'année, je me rends compte que je suis peut-être plus tout à fait sur les mêmes objectifs avec mes associés, la quête de bienveillance aussi, etc. Et donc, à la fin de mon année de conférence, je passe cette année assez dingue, et puis je me prépare à partir, à quitter le cabinet et à me réinstaller toute seule. Pourquoi est-ce que tu avais eu envie de t'associer ? Parce qu'en fait, moi, par contre, j'adore le travail en équipe. J'adore ça. Je dis pas que je sois la meilleure en travail en équipe, parce que je suis parfois très têtue, parfois je peux dire les choses de manière un peu virulente, mais intrinsèquement, je suis passionnée par le contradictoire et je le sais, il n'y a aucun doute là-dessus, je suis meilleure quand je suis avec d'autres gens. Je suis meilleure quand on me remet en question, quand on me pousse à me remettre encore plus en question que ce que je ne me remets en question. Et puis, je trouve ça très difficile de prendre des décisions tout seul. Très, très difficile. Pour être très honnête, là, quand je me suis réinstallée, donc là, cette année, enfin, pas 2020, mais 2019, puisque moi, la conférence, c'était toute l'année 2018, et donc, je me remets à mon compte pendant l'année 2019. J'ai eu, je pense, 4-5 mois de blocage intellectuel où j'étais incapable de choisir le mobilier, de prendre... Vraiment, ça a été très, 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 très compliqué. Ce qui m'a débloqué, ça a été de prendre un café avec mon ancienne boss. Et voilà, où cette femme, d'un coup, me dit, mais Safia, parce que je suis revenue à ce fameux truc de me dire, t'avais monté un beau cabinet, t'étais associée, comment c'est perçu que tu te remettes à ton compte, toute seule, etc. Et là, j'ai le regard de cette femme incroyablement accomplie et successful qui me dit écoute, ça m'étonne pas, quoi. Ça m'étonne pas. Je te vois très, très bien faire ça. Ça te correspond tout à fait. T'es pas en train de te réinstaller. T'es en train de créer un cabinet où t'embauches une collaboratrice, où tu montes une équipe, tu prends des nouveaux bureaux. C'est encore l'étape d'après. Et en fait, elle me rebooste. Et je me souviens encore lui envoyer ce texto après, en arrivant au bureau, en lui disant « Ça y est, je viens enfin de commander les tableaux pour la salle de réunion. Ça faisait 4 mois que j'attendais, que j'y arrivais pas. » C'est pour ça que je m'étais associée. C'est pour ça que ça a été compliqué de me remettre à mon compte. Mais que, en fait, voilà, à un moment, on peut pas avoir que ce qu'on veut. Mais moi, l'association, c'était pour travailler en équipe, quoi. Ouais. Et finalement, le travail en équipe, c'est pas hyper bien passé ? Ça s'est, je pense, au contraire, très bien passé. C'est juste que, encore une fois, en termes d'efficacité, ça, vraiment, j'ai aucune. C'est ce que je cherchais dans le travail d'équipe, je l'ai trouvé dans le travail d'équipe. Mais on reviendra toujours à la même chose, et je pense que c'est très spécifique à ce métier. Mais après aussi, à moi et à ma personnalité, c'est la bienveillance. Et le moment où j'ai plus le sentiment. Le moment où j'ai plus le sentiment qu'on me veut du bien et qu'on se veut du bien les uns les autres à l'intérieur de l'équipe, c'est le moment où je me dis, en fait, il faut surtout pas rester là où tu es. C'est pas... Et la conférence a joué en partie, évidemment. Ouais, c'était un défaut d'objectif commun, peut-être pas les mêmes envies de développement, C'était un défaut d'objectif commun. Et puis, encore une fois, je pense, au fond, qu'il n'est pas facile de voir quelqu'un réussir, une femme, pas forcément le cliché de l'avocate qu'on imagine, réussir, prendre de la lumière, aller de l'avant. C'est quelque chose qui peut créer des tensions à l'intérieur d'une équipe et d'un cabinet. Et effectivement, moi, c'est le moment où je me rends compte que, vous savez, c'est comme dans un couple.
c'est vraiment comme dans un couple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on réussit et que c'est quelque chose qui crée une tension à l'intérieur du couple, c'est qu'on n'est peut-être pas dans le bon couple. Moi, vraiment, ça a été ça le sentiment. Et est-ce que, parce que tu as parlé du fait que ce qui t'avait donc attiré dans l'association, c'était le travail en équipe. Et puis tu as parlé de beaux cabinets, de quelque chose, d'un vernis de réussite. Est-ce que tu avais l'impression, et je dis ça, alors moi j'ai exercé dans des cabinets d'affaires et ça m'a pas traversé l'esprit une seconde de m'installer et donc je suis pas du tout arrivée à l'étape où j'envisage en plus de l'installation de potentiellement m'associer. Donc là c'est que de la projection de l'imagination, mais est-ce que tu avais l'impression que réussir dans ce métier une fois que on est à son compte et que voilà, que à un moment ça passe par l'association, enfin tu vois que dans le vernis il y a ça, tu vois. Je pense que j'avais ça en tête, effectivement, et que c'est une erreur. Mais je pense qu'il y avait aussi un peu de ça. Il n'y avait pas que, effectivement, l'envie de travailler en équipe. Il y avait peut-être, à tort, maintenant j'en suis convaincue, l'idée que l'apparat de la réussite passe effectivement par l'association. Et est-ce que... du coup, est-ce qu'au moment de vous associer, je ne sais pas, ce que vous aviez parlé de projets de cabinet, enfin de choses un peu plus, tu vois, qui dépassent juste le fait de, bon, bah, on se réunit, on est plus nombreux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense qu'il y a quelque chose d'assez... un peu taille tu vois, un peu comme dans les gros cabinets où on peut se battre pour avoir la plus grosse équipe. Enfin, là c'est un peu genre on est plus gros parce qu'on est plusieurs, mais en fait on est plusieurs dans une structure, mais on n'a pas des activités tu vois, qui vont peut-être qu'on n'en avait pas assez parlé. Peut-être qu'on n'en avait pas assez parlé. C'est possible. Effectivement, moi je suis pas certaine qu'on avait réussi à avoir une vraie vision lointaine, commune, dont on aurait discuté avant. Et dernière question à ce sujet-là, est-ce que peut-être ce besoin de grossir en t'associant, est-ce que tu penses que c'était aussi lié peut-être à une difficulté à t'affirmer comme entrepreneuse, comme avocate qui peut grossir sans s'associer, enfin tu vois, genre juste toi comme structure, que tu peux supporter ça et sans avoir besoin d'avoir le vernis d'un cabinet, et donc ça dilue, en fait ça dilue la lumière d'une certaine manière. Complètement, mais à 100%. Et donc c'est à ça que t'as ramené cette boss quand elle t'a dit mais tu peux grossir toute seule. Et tu peux réussir toute seule, et ton équipe tu l'auras parce que tu auras des collaborateurs et des stagiaires, etc. Exactement, et ça c'est exactement ce qu'elle m'a dit. C'est dans ces exacts termes-là. Je comprends pas pourquoi elle a été même plus loin. Elle me dit, tu sais, moi je l'avais pas dit à l'époque, mais j'avais pas compris cette association, quoi. Parce que en réalité, t'as pas besoin de ça pour cacher la lumière, diluer. Tu peux être une chef d'équipe, voilà. Et par ailleurs, sur ce point-là, en fait, je pense que c'était pas tant la peur de la lumière, ou il y avait aussi quelque chose de très sincère, c'est que il y avait aussi parfois, quand je dis que j'aime travailler en équipe, l'idée que ça fait du bien aussi de pas se sentir trop seul. C'est lourd, notre métier est lourd, il est isolant, il est solitaire, et il est dans l'affrontement beaucoup. Et moi, j'avais aussi le sentiment et l'envie et le besoin, par moment, de me dire, j'aimerais bien être aidée dans la prise de décision, dans la prise de fardeau. C'était aussi ça, mon idée dans l'association. Il n'y avait pas que la parade, l'équipe, pour montrer qu'on est plusieurs. Il y avait aussi, vraiment, j'aimerais bien partager la mission, le fardeau avec quelqu'un. Mais et ça avait plus ou moins marché, effectivement. Mais après, ça peut pas être parfait de façon une association. Non, mais enfin, alors moi, je comprends beaucoup plus maintenant que je suis entrepreneuse. Je comprends beaucoup plus l'intérêt pour le corporate, parce que je comprends beaucoup plus à quel point est-ce que la structuration d'une activité, la manière dont sont structurées les activités, a un impact sur les relations personnelles dans les membres des équipes. Et ce qui se partage, ce qui ne se partage pas, où se créent les équilibres et les déséquilibres, même de façon très structurelle, contractuelle, tu vois. Et
et je te rejoins complètement. Enfin, moi aussi, j'ai eu ce truc de me dire, en m'associant sur tel ou tel projet, je vais déléguer. Voilà. Je vais me sentir moins. Enfin voilà, je vais déléguer. Ce sera, ce sera partagé et tout. Puis en fait, se pose la question de si c'est la bonne raison et si c'est le cas, comment est-ce que ça se structure de façon à ce que ça déséquilibre pas autrement. Enfin voilà, il y a pas de schéma parfait, ça c'est sûr. Bien sûr. Mais du coup, ça mélange un peu les analyses. Mais c'est vrai que dans ce truc, et puis dans l'association, effectivement, il y a cette histoire de sortie de solitude, mais avec ses contre-pieds et comment on les balance. Avec ses contre-pieds, il faut que ça soit la bonne. Et puis, moi, après, toutes les expériences que j'ai eues, bonnes ou mauvaises, sont des sources de leçons. Oui, ça c'est sûr, ouais. Et ce qui m'aura vraiment fascinée là, quand j'essaye maintenant que j'ai pris le recul, de tirer les leçons, je me suis quand même rendu compte que en 2018-2019, ce qui est le plus important dans ma vie professionnelle et dans ma vie quotidienne, ça reste ce qui était le plus important aussi en 2014, c'est-à-dire l'humain, le bien-être au travail, la bienveillance au sein de l'équipe. Peut-être que je suis casse-cou, peut-être que j'en sais rien, mais maintenant je sais, et je l'ai découvert donc, à l'époque où j'avais posé cette première démission de collaboration. C'est propre à chacun, mais je suis OK pour prendre le risque de mal gagner ma vie. Si par contre c'est pour être sereine au travail, avoir le sentiment d'être entourée par des personnes bienveillantes, etc. Et je pense que dans notre métier, c'est fondamental en fait, vraiment. Et il y a, encore une fois, je pense que c'est parce que peut-être j'ai été pourri gâtée par ma toute première expérience professionnelle, et tous ces mots de gentillesse, de bienveillance, d'encouragement. Et une famille remplie d'amour et plein de choses qui font que c'est en fait au centre de ta vie d'être d'avoir ce cocon d'une certaine manière. Mais j'ai envie de penser que faut pas se dire que c'est un truc de pourri gâté, quoi, que c'est plutôt... Non, bien sûr. Mais je dis ça parce que c'est pour forcer le trait. Pour être très honnête, je pense que ça doit être ça, la vie au travail. Je dis pourri gâté parce qu'effectivement, encore une fois, je repense à ce cahier sur lequel je suis tombée hier. C'est quand même... J'avais oublié ça, quoi. Et c'est incroyable de se dire que pendant 1 an et demi, on a pu remplir un cahier avec des post-it de petits mots gentils de gens avec qui on travaille, quoi. Et ça, j'avais oublié ça, mais ce qui me rassure dans les décisions que j'ai prises, c'est qu'en fait, c'est instinctif chez moi. Si je n'ai pas le sentiment, effectivement, d'avoir cette petite... ce truc de cocon, de bien-être au sein de l'équipe, et ben en réalité, je suis pas faite pour travailler à cet endroit-là, quoi. Et tu disais tout à l'heure que tu avais très rapidement pris une stagiaire. Ouais. Enfin, très rapidement. En tout cas, quand tu as très haut de la permis, tu as pris un ou une stagiaire d'ailleurs. Oui, c'était un garçon. Un stagiaire. Et ça, c'est pareil. Je pense que ça démontre quand même une certaine appétence à l'équipe, parce que tu commences à peine, tu te dégages un peu de trésor et tu pourrais dire bon allez, du coup je me fais un petit peu plaisir, et puis en fait tout de suite une logique d'investir dans un stagiaire, mais c'est aussi investir, c'est de la formation, donc déjà il y a ça, et puis c'est du développement du cabinet, parce que toi ça te permet de t'alléger sur certaines choses, mais il y a aussi le travail en équipe, etc. Complètement. Et du coup toi c'était très clair pour toi que c'était dans tes projets de... Oui, en fait, de la même manière que avec mon DAF, on m'avait dit, il faut que tu fasses tant, machin. Il m'avait dit, pour le coup, Safia, si en fin d'année, alors c'est plutôt moi qui le lui avais dit, et il avait validé ça. Je lui avais dit, moi je prends ce risque de m'installer extrêmement jeune, mais en revanche, je me donne 1 an pour avoir un truc évolutif à l'intérieur de ma structure. Soit j'intègre un stagiaire, soit je développe une certaine activité ou j'en sais rien, l'enseignement, ce que j'ai fait au final d'ailleurs.
Mais si dans un an, je suis encore à me dire je suis ric-rac, j'ai pas de perspective pour l'année prochaine d'une évolution de machin, c'est que peut-être que j'ai fait le mauvais choix et qu'il faudra que je réfléchisse à retrouver une collaboration. Parce que ce qui m'avait inquiété, moi, dans mon installation aussitôt, c'était de me dire, fais attention, si tu t'installes et que tu restes trop longtemps à ton compte, tu pourras plus jamais repartir en arrière vers une collaboration. Et donc c'est pour ça que je m'étais vraiment fixé comme deadline 1 an. Et si au bout d'1 an, t'as pas quelque chose qui te permet de te dire t'as une activité dont tu peux vivre et qui est productive, et voilà, il faudra très vite que tu repartes faire le marché de la collaboration. Et en fait, ça s'est très bien passé. Et effectivement, le stagiaire, c'était aussi ça. C'était, je ne m'imaginais pas, moi, mon ambition en m'installant, c'était pas de me voir 5 ans plus tard toute seule dans un bureau en train de travailler mes dossiers, quoi. C'était aussi ça, c'était pas possible. Soit m'associer avec une copine dans un partage de bureau, ou j'en sais rien, soit avoir un stagiaire régulièrement qui m'aide sur les dossiers, avec qui on échange et que je forme. Mais en tout cas, c'est ça qui m'avait fait peur dans l'installation, c'était la solitude. Et donc c'est tout de suite le truc contre lequel j'ai lutté. Ouais. Et alors, ses débuts comme manager? Génial, compliqué, challenging, mais génial. Absolument, je pense quasiment tous les stagiaires que j'ai eus donc en 6 ans, depuis 2014, sont des personnes avec qui je suis encore en contact, qui me donnent encore des nouvelles. J'ai toujours adoré. Ça m'enrichit énormément. Et puis surtout, ça me fait plaisir de me dire que je rassure aussi la pousse qui arrive sur le fait qu'il y a de la bienveillance dans la profession, qu'il y a 1000 façons d'être avocat, 1000 façons d'être heureux au travail, qu'il ne faut surtout pas avoir peur, il faut juste bien s'entourer. Voilà. Et ça, c'est vraiment le message que j'envoie le plus possible aux jeunes gens qui passent par mon cabinet. Ouais. Et qu'est-ce qui a été le plus challenging ? Le plus challenging, je pense que le plus challenging, ça a été d'accepter de déléguer et de faire confiance. Je l'ai fait très vite, mais ça a été ce qui a été le plus dur pour moi et qui l'est encore aujourd'hui. Honnêtement, c'est encore très compliqué pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire que quels que soient les membres de l'équipe, c'est eux qui me disent à un moment, Safia, est-ce que je peux vraiment, s'il te plaît, te décharger de tel truc ou tel truc ? Je pense que là, j'ai largement la place pour faire cette mission-là et ce travail-là. Et t'en fais pas. Toi, par contre, il faut que tu te décharges de tel truc. Voilà, moi, c'est les membres de mon équipe qui me disent, là, il faut que je te décharge. Ouais, mais quand ils te le disent, tu le fais. Oui. C'est dur, mais je le fais. Ouais, non, mais c'est dur, c'est marrant. En plus, c'est pas une question de pas confiance. C'est pas ça, hein. C'est pas que j'ai pas confiance. C'est que quand on est un peu perfectionniste, c'est presque une névrose que d'avoir besoin de le faire soi-même. Après, moi, j'ai grandi avec une maman. Enfin, je veux dire, j'ai 37 ans. Elle continue à considérer que je lave pas assez bien la vaisselle et que c'est elle qui doit la laver. Donc, on est sur ce terrain-là. Hein. C'est pas voilà. C'est pas une question que je fais pas confiance aux gens que j'ai recrutés. Bien au contraire. C'est juste que j'ai grandi avec ce truc-là, quoi. Ouais. Non, mais parce qu'il y a aussi peut aussi y avoir les personnes qui viennent et qui disent, je pense que je peux faire ça ou et puis en fait non, t'inquiète, je le fais. Voilà, c'est ça. Et donc toi tu arrives quand même à dire bon, ok. Oui, quand même. Mais je pense que je peux vraiment m'améliorer là-dedans énormément. Et là, donc maintenant, donc ça fait 1 an et demi que tu es à ton compte à nouveau. Passer la phase de déni du fait d'être à ton compte à nouveau qui a duré 3-4 mois jusqu'à ce fameux café avec cette femme qui décidément attise beaucoup ma curiosité. Maintenant, vous êtes... c'est à quoi ressemble ton équipe maintenant ? Alors là, j'ai une collaboratrice, un juriste pour toute la partie pénale internationale qui est un juriste qui a travaillé en ONG et qui a quitté le milieu des ONG et qui maintenant travaille avec moi exclusivement sur les dossiers pénal international, et une élève avocate. Ok, cool. Voilà.
Et c'est intéressant, le juriste, la collaboratrice. Enfin, comment t'as pensé ça? Rencontre humaine. Rencontre humaine. Ouais, en fait, le juriste est quelqu'un avec qui j'ai travaillé quand je travaillais pour cette ONG et qui a décidé de quitter le terrain pour revenir en France et qui, dans cette réflexion, l'a partagé avec moi pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, en me disant voilà, bah là je suis en train de rentrer, je pense à ça, etc. Et où en fait on est dans un truc qu'on construit à deux en fait. Là pour le coup, c'est pas moi j'ai pas le sentiment de l'avoir recruté. J'ai le sentiment que on a décidé de travailler ensemble, où lui par ailleurs d'ailleurs maintenant passe le CRFPA parce que il a envie de devenir avocat. Et il me dit, Safia, je pense que là, sur ce type de dossier, en fait, voilà, moi, je connais les bailleurs de fonds qui travaillent là-dessus, etc. Je veux le faire, mais j'ai besoin d'un avocat pour prendre le truc. On travaille à deux. On a fait un choix de construire cette activité-là tous les deux. Comme ça. Ouais. Et du coup, tu dirais que... alors, bon, tu avais quand même déjà une grosse partie de ton activité en droit pénal international via ces ONG et tout, mais tu dirais que ça s'est d'autant plus renforcé qu'il est là et que du coup, Oui. Ça a marqué... Oui, un petit peu. Alors après, le pénal international, c'est des dossiers très, très, très long cours. Donc je dis pas qu'on est dans une activité hyper dynamique sur cette matière-là, parce que clairement le confinement, etc., ont pas rendu les choses simples. Mais oui, clairement. D'autant que pendant toute l'année de conférence et aussi un peu en 2019, moi j'avais vraiment mis de côté toute cette partie-là de mon activité. Je faisais quasiment plus, en tout cas je ne rentrais plus de dossiers de pénal international. J'avais des dossiers courants, mais je n'en développais plus. Et que là, effectivement, depuis qu'il est là, si, on reprend cette activité. Et ça t'a fait peur d'ailleurs de ne pas les retrouver? Alors, au tout début, oui. Et ensuite, j'ai été tellement submergée par le nombre de dossiers de droit commun que je ramenais par la conférence, qu'en fait, je me suis dit, tant pis, en fait, c'est tant pis. C'est pas grave, voilà. C'est dommage, mais là, de toute façon, je suis en train de gérer une centaine de dossiers sur lesquels je suis corps et âme. Et en fait, tant pis. Si au final, dans 3 ans, 3-4 ans, quand tous les dossiers que j'ai en ce moment seront purgés, j'arrive plus à réintégrer du pénal international, c'est ce que la vie m'aura amené, et puis voilà. Mais j'avais pas le courage, ni le temps, ni l'énergie, et ça aurait pas été professionnel de ma part d'essayer de, parallèlement à la conf, continuer à développer du pénal international. Pénal international, ça nécessite ce que je faisais jusqu'à avant 2018, d'avoir au moins un voyage par mois ou par mois et demi dans les pays dans lesquels on a des dossiers. Donc pour moi, c'était en Côte d'Ivoire, au Mali, etc. Pendant l'année de la conf, c'est pas possible. C'est impossible de faire une fois par mois, une semaine au Mali pour aller voir les juges d'instruction, etc. C'était impossible. Et finalement, ils sont revenus. Ouais, finalement, ils reviennent. De même, toi, tu as été proactive. Oui, moi, j'étais proactive. Et puis, les réseaux, encore une fois, les contacts relancent. Alors, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. On sait que tu étais complètement chargée à la conférence. Est-ce qu'on peut se prendre un verre? Et puis, on prend un verre et puis on repart, quoi. Ouais. Non, mais c'est... Enfin, je te pose ces questions un peu rhétoriques pour être très honnête, mais je pense que c'est important de rappeler aussi aux auditeurs que c'est pas parce que on disparaît pendant un an ou que les clients nous oublient. Enfin, je pense qu'il y a un énorme a priori sur le fait que les clients sont extrêmement versatiles et volatiles, et que si on refuse un dossier ou je sais pas quoi, ils vont aller chez quelqu'un d'autre et qu'en fait ce sera à jamais. Et ça me fait penser à l'interview de Sandra Azria qui dit moi je suis partie pendant un an et quand je suis revenue mes clients sont venus sans même que je les démarche, quoi. Parce que non, il y a un attachement et il y a une certaine fidélité et voilà. Tout à fait, ça j'en suis convaincue. Et je suis convaincue que si on ressent le besoin de faire quelque chose pendant un an qui va nous éloigner de notre clientèle, si on en ressent le besoin, c'est qu'il faut le faire. Je pense. Parce que c'est encore une fois un métier, on le sait, isolant, qui peut parfois être un peu difficile à gérer. Et il faut être à l'écoute de nous-mêmes. Il ne faut pas oublier qu'on n'est plus la génération qui, effectivement,
encore une fois, avaient un parcours hyper linéaire, hyper parfait, où dans le salariat, on restait 20 ans, 30 ans dans la même entreprise, et où, pour les avocats, c'était un parcours comme ça. Maintenant, il y a des diversités incroyables dans les parcours, et moi, je trouve que, typiquement, quand je recrute, ça fait partie des choses, moi, auxquelles je suis très sensible, c'est les parcours atypiques un petit peu, et qu'on est capable de m'expliquer, de me raconter humainement, et que je comprenne, en fait, ce que ça aura apporté. Tout le monde est capable d'aller à la fac. Tout le monde n'est pas capable de prendre son courage à deux mains en se disant je vais prendre une année sabbatique pour faire un stage à l'Observatoire international des prisons et un stage à je sais pas quoi, parce que je sais qu'après j'en aurai plus la possibilité. Ça, je trouve ça assez remarquable en général quand je le vois. Et en parlant de projet, alors en plus, toi, tu as une activité pénale exclusivement pénale, et donc tu as pris de plein fouet la vague du confinement, et voilà, comment tu l'as vécu, Alors moi, je l'ai vécu... Alors économiquement, c'était une angoisse incroyable. Qui finalement était totalement infondée, et ça j'en ai de la chance, mais évidemment que c'était une angoisse assez dingue, mais qui en fait a été supplantée par une espèce de sentiment d'urgence sur ce qui était en train de se passer, nos droits fondamentaux, le truc un peu droit d'exception qu'on était en train de nous créer. Et ça m'a extrêmement violentée, parce qu'en plus de ça, il y avait cette espèce de sentiment. Moi, je l'ai beaucoup comparé à l'état d'urgence de 2015, parce qu'il y avait en plus, au début en tout cas, cette espèce de sentiment que quand on était en train d'alerter sur le risque qu'on était en train de courir, en disant non mais faites attention quand même, parce que là c'est des restrictions extrêmement graves à nos libertés, mais qu'en fait on était un peu l'espèce de fou qui se rendait pas compte du danger, presque égoïste, ultra laxiste, qui se rendait pas compte que c'était hyper important en fait d'être sécuritaire, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je sais que les premières semaines, je dormais très très mal. Je pensais beaucoup à mes clients en détention, notamment ceux qui n'étaient pas libérés par les juridictions, les juges, etc. Donc ça a été vraiment humainement un peu compliqué. Et encore une fois, économiquement, bien sûr que pendant le premier mois et demi, j'avais très 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 peur, parce que ça allait à ce moment-là, mais je me disais mais on va prendre une vague une crise incroyable dans la tronche, et je sais pas ce que sera l'après. Bon, ça va beaucoup mieux, puisque on a une visibilité, et il s'avère que en fait la catastrophe pour l'instant n'arrive pas. Mais ouais, ça a été un peu compliqué, je pense. Et comment est-ce que ça a eu un impact sur comment tu te projettes dans ton exercice? Est-ce que ça a été une troisième vague de réflexion sur tu vois, comment est-ce que tu veux vivre ton exercice professionnel, des nouveaux projets dans ta manière d'exercer, de te développer, ce que tu veux faire de ton activité? Oui, ça a eu un impact, mais davantage sur la place que je veux que mon activité ait dans ma vie. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que on était capable de se rendre malade vite, pour des risques, des angoisses parfois infondées, quoi. Donc ça m'a appris quand même à prendre du recul. En fait, ça, je pense qu'on a tous vécu un petit peu ça. Ça m'a appris à prendre du recul aussi. Me rendre compte que mon activité s'est arrêtée pendant 2 mois, mais que en fait, tout va bien. Tout va bien et c'est pas grave. Que là, c'est parce que j'étais forcée, mais que en vrai, si je choisissais, moi, de m'arrêter pendant 3 semaines pour prendre des vacances que je n'ai pas fait depuis la fac, en réalité, j'en mourrais pas, et mon cabinet n'en mourrait pas, quoi. Honnêtement, c'est l'impact principal. Attends, mais c'est énorme quand même. Bien sûr. Et du coup, est-ce que tu penses que tu vas organiser ton activité, structurer ton activité
même dans ton organisation avec du coup tes collabs, juristes, Oui. ton équipe. Enfin, est-ce que ça t'invite à te dire bon bah ok, donc maintenant partons de ça et constatant ça et ayant potentiellement cette envie-là, c'est quelque chose qui pour le coup a émergé. Oui. Alors de toute façon, c'était une envie que j'avais déjà depuis un petit moment parce que j'avais déjà comme projet de me prendre une petite maison à la campagne. Voilà, c'était un projet que j'avais avant. Et que je m'imaginais, j'avais vu avec le DAF, la banque, etc., que ça serait davantage 2021-2022. Et en fait, non, le projet a juste été extrêmement accéléré, c'est-à-dire que je crois qu'on a été déconfinés le 11 mai, c'est ça ? Ouais. Le 12 mai, je visitais des maisons. C'est vrai. Ouais. Et T'as vraiment fait partie de cette vague. Ah ouais. Mais j'avais le rendez-vous prévu avec la banque avant le confinement. Et en fait, on a juste accéléré le projet. Et du coup, oui, effectivement, moi, mon idée maintenant, c'est de ralentir le rythme, d'imposer, moi, de ralentir le rythme en disant, c'est pas obligé de faire des nocturnes et machin, etc. Et je peux travailler à distance et je peux partir. En fait, moi, mon idée maintenant, c'est effectivement d'organiser ma vie non pas autour de mon cabinet, mais autour de mon besoin de lever le pied. Et donc d'organiser mon activité autour de ce besoin-là. Ouais. Et donc typiquement, voilà, je suis en train d'acheter une maison secondaire pour pouvoir partir à la campagne et quand je n'ai pas d'audience, ne plus jamais caler de rendez-vous les vendredis et les lundis et d'avoir 4 jours de la semaine, du vendredi au lundi, où en fait, si j'ai besoin de travailler, je travaille au calme, à distance, mais pas au cabinet. Voilà. J'allais te dire... alors c'est drôle, il y a un autre un invité du podcast Nicolas Jean pour ne pas le citer qui je crois qu'il évoque sa maison secondaire en Normandie, donc lui il est associé chez J d'activité de conseil et il dit que à l'issue du confinement en fait il déménage là-bas. Et il garde à Paris qu'un tout petit pied-à-terre parce que même pour son épouse et tout, l'idée c'est de venir une fois par semaine, un truc comme ça, et ou une semaine par mois. Enfin, j'ai oublié la gymnastique, mais en tout cas voilà. Et alors pour une activité de conseil, quand bien même c'est un peu une petite révolution d'organisation du travail en plus dans ce genre de cabinet en France et en plus à un poste d'associé donc managérial etc. On est quand même dans de l'innovation totalement. Mais encore plus pour une avocate plaidante comme toi, une avocate de palais, voilà. J'imagine que ça doit pas être forcément facile de t'affirmer dans ce projet quoi, et de te dire voilà, il y aura un vrai éloignement structurel hebdomadaire, c'est etc. ça. Oui. Et en même temps, c'est très exactement de la même manière que quand je m'installe pour la première fois ou que je monte le cabinet, l'association, ou que je me réinstalle. C'est de se dire, je sais pas si je vais y arriver, mais en vrai, j'en ai envie, il faut que je le fasse. Okay. Et au pire du pire, tant pis, je revendrai cette maison parce que j'ai pas réussi à m'organiser, à machin, et en fait, ça me correspond pas, et je sais pas si c'est vraiment ce dont j'ai besoin, je me suis trompée. C'est pas grave, mais faut prendre le risque, faut le faire, faut y aller, parce que là, c'est ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie, et que j'ai cette espèce d'intuition, et finalement, je me suis rendu compte que j'avais quand même des intuitions pas trop mauvaises, il faut leur faire confiance à nos intuitions. J'ai cette intuition qu'en vrai, ça va me permettre de vivre les choses plus sereinement, quoi. Ok, voilà. Super. Ouais. Quelle est ta dernière joie ? Ma dernière joie... en fait, si, je sais, mais du coup, c'est le crédit qu'on m'a accordé pour la maison et de me voir, de me visualiser. Donc, c'était la semaine dernière, de me visualiser dans ma maison avec ma maman qui passe me voir le week-end. Voilà. Génial. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe ? Sous ma robe d'avocat ? Sous ta robe, je te laisse choisir laquelle. De la douceur. De la douceur. Très bien. Merci beaucoup, Safia. Je t'en prie. Merci beaucoup à toi, Lila Louise.